De taille moyenne, légèrement allongé, plus bas et plus anguleux sur les membres par rapport aux autres setters, l'anglais est peut-être l'unique chien d'arrêt dont la structure rappelle celle du chien pasteur. Le pelage est soyeux, résistant aux intempéries, plus long, avec une base blanche qui le rend moins sensible aux radiations solaires ou plus visible à distance, avantage non indifférent pour une race de chiens d'arrêt. La grande variété de couleurs et de mouchetures confère à chaque sujet une personnalité marquée et indique une grande richesse et variété de son patrimoine génétique, garantie de vitalité de la race. Sa construction agile, sèche, avec un rapport idéal poids-puissance, le rend adapté à chasser sur n'importe quel terrain, au galop soutenu dans les vastes plaines, en se traînant circonspect dans les ravins, en grimpant agilement entre les rocailles de la montagne. Son style est complètement différent de celui de tous les autres chiens d'arrêt. Une fois capté l'émanation du gibier, il ralentit doucement l'allure progressivement jusqu'à s'immobiliser en arrêt. Rasant le terrain, le postérieur replié sous lui-même et contracté comme un ressort prêt à sauter, le cou tendu en avant, le museau qui, suivant son inclination, indique la distance de la proie. Un style typiquement félin, signe d'un instinct très fort de prédateur, plastique, expressif, inimitable. Ayant le même ancêtre commun, le loup, 4 grandes souches se distinguent peu à peu qui seront à l'origine de toutes les races canines. Les chiens loups, chiens de pasteur, les molosses, chiens de garde et bouviers, les lévriers et les braques, chiens de chasse. Il est probable que les setters soient le produit final d'une évolution qui part du limier, du braque et de l'épagnol. Léourac en fait l'hypothèse. Mes chiens ne sont autres que des épagnols améliorés. On suppose que dans la création du setter anglais, le border collie est une bonne part. Aussi bien dans l'aspect type de poil, construction, que dans le caractère, car son style, quand il arrête les brebis, fait beaucoup penser à lui. Setter dérive du verbe anglais to sit et signifie qui s'arrête assis, accroupi. Il existe 3 variétés de setter. Le Gordon, l'irlandais et l'anglais, le plus répandu. Sa naissance à une époque assez récente est liée à l'œuvre de sélection d'un gentilhomme anglais, Sir Edward Laverack, 1798-1877, qui dédia toute sa vie à la création de cette grande race. En partant de 2 sujets qu'il avait achetés en 1825 au révérend Harrison, Ponto et Old Moll, il commença l'élevage et la sélection de façon systématique. Et en employant savamment une étroite consanguinité, ces chiens en quelques dizaines d'années ont atteint une complexité physique et un style de chasse déjà très semblable à celui que l'on trouve actuellement. Un de ses descendants et amis, Fursell Llewellyn, continua son œuvre et consolida les résultats. C'est une race connue comme une des plus anciennes que nous possédons. Aucune autre, peut-on dire, n'a été appréciée par un si grand nombre de chasseurs éminents. J'ai désormais l'âge de 73 ans et je peux confirmer que j'ai passé ma vie entière à conserver et à maintenir cette race parfaite. Sa conformation est la suivante: tête longue et légère, mais pas de tête de serpent, c'est-à-dire avec les faces latérales convergentes ou avec la gueule large. Avec les lèvres suffisantes. Ces chiens se distinguent pour leur très fort avant-train, la cage thoracique profonde, large, avec des côtes obliques, ce qui donne origine à la solide construction du dos jusqu'à la queue, les reins extrêmement forts dans le sens de la largeur, les épaules très inclinées, c'est-à-dire obliques. La queue doit être bien attachée sur la même ligne que les reins, les pattes très courtes du jarret au pied, ce dernier bien fermé et compact, les cuisses particulièrement bien fléchies. La couleur noir-bleu et blanc pointillé, le poil dur et long, le pelage doux et soyeux, les yeux doux et intelligents, de couleur brun, les oreilles tombantes et serrées contre la tête, ce qui donne au crâne une forme arrondie. Et sur le site d'arrêt, Llewellyn affirme, sa sagacité lui disait qu'il pouvait trouver le gibier plus vite en appréciant l'air qu'en recueillant les émanations directes et en suivant la même piste. Je suis convaincu que ce chien s'arrêtait au-dessus des émanations provenant du corps de l'oiseau et non sur celles accrochées à la bruyère du fait du passage de l'oiseau.
L'aspect général est celui d'un mésoforme à ossature légère qui toutefois dénote puissance et élégance, avec une ossature pas très forte et une musculature longue, typique d'un chien rapide habitué au travail sur de grandes étendues. Le tronc s'inscrit dans un rectangle et les diamètres transversaux ne doivent pas être excessifs. La tête est celle d'un dolichocéphale, avec une longueur égale à 4/10 de sa hauteur au jarret et avec un crâne long comme le museau, avec les axes crânio-faciales parallèles. Le stop, tout en étant marqué, ne doit pas être exagéré dans le saut et les lèvres ne doivent pas être fuyantes. Les yeux sont grands, d'expression douce et d'intelligence vive. La position semi-latérale est de couleur noisette foncée. La truffe est ample, large, capable de trouver les effluves les plus minces. Les oreilles sont attachées à hauteur de l'arcade zygomatique. Le cou ne présente pas de fanon et les franges doivent être bien évidentes pour former un léger collier sur la base inférieure, afin de couvrir le poitrail. Celui-ci est ample et large, doté de muscles pectoraux forts, comme il se doit à un chien qui a besoin de grand air durant la course. Profond, avec côte longue et convexe, le thorax doit arriver à descendre jusqu'au coude, ou mieux 2 cm en dessous. Dos droit avec garrot élevé qui se prononce encore plus dans la position d'arrêt, bien fondu avec les reins. Ceux-ci sont recouverts de muscles puissants et élastiques, le tout sur une croupe large, solide, inclinée d'environ 10 degrés sur l'horizon. Avec en position haute une queue robuste et de bon diamètre à la base, décroissante de façon linéaire jusqu'à la pointe. La queue doit être riche de franges à environ 2 cm de la base. Les membres antérieurs présentent un avant-bras plus court que le bras avec une longueur de la terre au coude inférieure à celle vérifiable du coude au garrot. L'épaule est longue et fortement inclinée avec les pointes des omoplates qui se touchent presque. Les coudes bien d'aplomb ne doivent pas être excessivement collés. Les membres postérieurs présentent une cuisse longue, musclée, jarret fort et à bande large et angle bien prononcé dans toutes les articulations. Les pieds sont ceux communément indiqués comme étant à forme de lièvre ovale avec les doigts fermés et arqués. La peau du setter anglais est mince, adhérente aux muscles, privée de toute ride et recouverte d'un pelage mince. Pelage semblable à la soie, lisse et long de 5 à 6 cm sur le tronc, plus ras sur la tête et le devant des membres. Tandis qu'à la base du cou, sur le reste des 4 membres, sur l'arrière-train et la queue, il se présente long avec des franges abondantes. Le setter est naturellement un galopeur, même si à l'œil nu le galop apparaît comme une série de sauts, son mécanisme est en réalité plus complexe. L'animal se recueille sur lui-même comme un ressort, puis il se donne un fort élan, d'abord avec un membre postérieur et puis avec l'autre, en retombant successivement avec le membre antérieur, diagonalement opposé, et tout de suite après avec l'autre. Il y a ainsi des moments dans le galop dans lesquels le chien s'appuie avec 1, 2, 3 pattes au sol, et d'autres dans lesquels il se trouve complètement soulevé en l'air, pendant une durée égale à la somme des 3 phases d'appui. Ceci advient au galop ordonné, où la phase de suspension est une seule, celle où l'animal se recueille sur lui-même. Dans le galop très rapide, grande carrière, les phases de suspension sont 2, une dans laquelle le chien est recueilli sur lui-même et une autre dans laquelle il s'étend au maximum. Dans ce dernier type de galop, il y a seulement des appuis d'un seul membre ou de 2 membres, étant donné que l'appui du deuxième membre anticipe cette fois celui successif du membre postérieur, au lieu de le suivre ou d'être simultané comme cela se déroule dans le galop ordonné. Le style du galop dépend naturellement du type de construction et celui du setter anglais rappelle de près le galop des félins. Il est avant tout caractérisé par une particulière adhérence au terrain. C'est une allure rasante, fluide, résistante qui donne l'impression de ne donner aucun effort à l'animal. Le setter anglais galope en effleurant à peine l'horizon, avec la colonne vertébrale qui s'arque et se détend pour aider l'élan puissant du postérieur et l'exceptionnel allongement de l'antérieur. Le style particulier du galop du setter est, comme nous avons dit, la conséquence de sa particulière construction, semblable sous divers aspects à celle des félins.
Si nous sommions ensemble les divers segments des os qui composent les membres antérieurs et postérieurs, et que nous confrontions cette somme avec celle de notre chien différemment construit, par exemple le pointeur, nous nous apercevrions avec stupeur que la valeur est environ la même. Les proportions changent au contraire dans le sens que ce que le setter perd dans l'avant-bras et le tibia, il le regagne dans l'épaule et le fémur. Le setter a en effet l'avant-bras et la jambe plus courtes, mais en compensation le bras et la cuisse plus longs et inclinés. Ce qui, pour le mouvement, représente en effet un avantage, car il lui permet d'obtenir des prestations analogues avec un effort mineur. Ceci parce que plus un segment est proche de son centre d'oscillation, loi du pendule, plus son action est efficace. 1 cm gagné sur le bras ou la cuisse ne vaut pas moins de 2 sur l'avant-bras ou sur la jambe. En plus, la plus grande prise de vue angulaire du setter lui permet dans le galop d'échapper et allonger sans fléchir et étendre trop la colonne vertébrale, en se fatiguant moins. Il suivra donc une allure un peu moins rapide en fréquence de battue, mais plus élastique et rasante, semblable à celle d'un léopard ou d'une panthère. Avant de procéder au dressage du rapport, il est nécessaire que le chiot ait bien assimilé le rappel. Le chien est déjà par nature un animal grégaire, étant spontanément à ne pas trop s'éloigner de son patron. Malgré cela, il peut arriver que dans l'enthousiasme de la recherche, il se soustrait à la vue, ou comme on dit en argot de chasse, il s'éloigne. Il est nécessaire aussi de l'habituer au rappel dès sa plus tendre enfance. Le rappel sera constitué par un sifflement sec et aigu, étant donné que les hautes fréquences sont mieux perçues par le chien. En portant dehors le chien et toujours dans un lieu clôturé, quand il joue et explore le terrain à quelques mètres de vous, accroupissez-vous et sifflez, en agitant simultanément un morceau de viande ou l'équivalente friandise. Le sifflement attirera immédiatement son attention et il se tournera curieux pour vous regarder. Le fait même de vous voir accroupi incitera le chien à venir vers vous. En s'approchant, son odorat sentira l'odeur de la friandise et il viendra la réclamer sans retard. Dès que la liaison au sifflement récompense sera établie, il suffira que vous augmentiez la distance entre vous et le chien. Peu de temps après, il accourra au rappel, avec ou sans boucher. Maintenant est arrivé le moment de lui enseigner le rapport. Les chiots jouent très volontiers à attraper le petit morceau de bois ou la petite balle qui leur est lancée. En grandissant, ils perdent graduellement l'intérêt à ce passe-temps si nous ne le renforçons pas avec une récompense. Lui enseigner le rapport sera facile et amusant. Il suffira d'agiter devant lui une petite balle ou mieux encore un mouchoir lié et après l'avoir bien excité, de lui lancer à 2 mètres environ. Tandis que le chiot se précipite sur l'objet, nous nous baisserons en agitant l'habituel boucher et dès qu'il aura serré l'objet dans ses dents, nous le rappellerons avec un sifflement. Le chiot qui obéit déjà au rappel reviendra tout de suite vers nous, trop intéressé à la récompense pour laisser l'objet, qu'il abandonnera seulement pour prendre la bouchée de notre main. Le jeu sera répété plusieurs fois en augmentant graduellement la distance mais en faisant attention à ne pas trop ennuyer l'élève. En peu de leçons, il sera en mesure de rapporter sans plus avoir besoin de récompense. Quand il aura bien assimilé le rapport à vue, on procédera à lui enseigner celui au flair, c'est-à-dire qu'on lui lancera l'objet dans l'herbe haute. Pour le retrouver, il sera obligé d'employer son nez. Certains chiens ont le vice quand ils rapportent le gibier de le mâcher, d'autres de le dévorer, d'autres encore de l'enterrer. Tels comportements sont presque toujours la conséquence d'un mauvais dressage. Pour corriger le premier de ceux-ci, certains suggèrent de farcir le gibier avec des pointes tranchantes. Mais à part la cruauté, cette méthode a l'inconvénient de faire passer au chien pour toujours l'envie de rapporter. Le fait que les chiens à la dent dure le sont devenus par une erreur de préparation. Si nous les avons habitués à rapporter des objets durs et lourds, il est naturel qu'ils aient appris à les serrer bien fort entre les dents pour ne pas les laisser tomber. L'objet idéal didactique consiste en un morceau d'éponge revêtu de plumes d'ailes. Quand le chiot prendra entre les dents ce gibier artificiel, il le sentira céder et il s'apercevra qu'il est inutile de le serrer trop. En ce qui concerne les autres vices, il s'agit d'un mauvais rapport avec le patron, d'un excès d'instinct prédateur ou aussi plus simplement de faim. Après les heures de chasse, si nous ne lui donnons rien à manger, plus d'un chien sera obligé de s'arranger tout seul, en dévorant le gibier au lieu de le rapporter.
quand désormais nous sommes convaincus d'avoir notre chiot sous contrôle, il réagit parfaitement au rappel et connaît le rapport, le moment est venu de commencer la recherche. Il n'y a pas un âge idéal pour commencer car chaque sujet a un caractère et un degré de maturité différent. Il existe des chiots qui déjà arrêtent avec l'efficacité et le sérieux d'un adulte et d'autres encore joueurs et non encore concluants. Quiconque a possédé un chien de chasse ou non sait que par sa nature, il a tendance à explorer le terrain en faisant des traces continues diagonales à droite et à gauche. Ceci lui permet d'explorer en profondeur le terrain, augmentant ainsi ses probabilités de rencontrer le gibier. Il ne s'agit ainsi que de perfectionner une tendance naturelle en rendant sa recherche plus rationnelle et précise. Dans cette phase, nous comprenons combien l'absolue dépendance au rappel sifflé est utile et important. Nous attendrons donc que le chiot court devant nous quand nous sifflerons, en nous portant simultanément en diagonale à droite et à gauche. Nous associerons ensuite les rappels et les déplacements successifs en diagonale, le geste de la main, en augmentant peu à peu l'ampleur des lacets, et nous remarquerons que le chien assimile rapidement la leçon et qu'il s'amuse. Dans ces reprises exceptionnelles, nous pouvons voir en action divers sujets de grande valeur pour la chasse et la cynotechnique, dont le parfait dressage sert à mettre en évidence les qualités physiques et de caractère. Il s'agit de chiens forts, extrêmement typiques et très athlétiques, capables d'exprimer au maximum les caractéristiques de leur standard. Après avoir positionné le gibier, dans ce cas un faisan, les chiens partent au bon vent, qui en argot de chasse signifie dans les meilleures conditions pour capter l'effluve du gibier. Maintenant, notre setter commence sa recherche méthodique en parfait style, en contrôlant le terrain en profondeur, avec des lacets diagonaux amples et précis, en ne négligeant aucune position utile. Et finalement, quand voilà l'odeur du gibier, il se bloque en une position statuaire et extrêmement expressive, en pur style de race. Si tous les autres chiens de chasse s'arrêtent debout, le setter est le seul qui s'arrête accroupi, semblable en tout et pour tout à un félin qui, après avoir senti l'odeur de sa proie, se prépare au saut définitif. Tout dans le setter est élégance et puissance. La tension arrive jusqu'au paroxysme, les muscles tendus au spasme, frémissant dans l'attente du moment libératoire magique. Finalement, le gibier, une fois découvert, s'envolera et quelques secondes après, un coup de fusil résonnera et finalement, le chasseur donnera l'ordre de rapporter la proie abattue. Observons l'émotion retenue de l'animal qui vibre dans tous ses muscles, les yeux attentifs et fixes sur un point imaginaire, les joues qui bougent à peine comme s'il voulait jouir de l'air, en goûtant son effluve préféré. Et surtout observons la queue, expressive plus que jamais avec sa courbe plus ou moins ample, pour pouvoir balancer correctement la position du reste du corps, une queue qui semble parler. À environ un tiers de la longueur totale, comme vous pouvez le voir, on remarque un grossissement, le caractéristique nœud causé par le poil qui se dresse par l'extrême tension, et puis jusqu'à la pointe qui vibre de façon imperceptible, comme une antenne radar. Et voici le chasseur qui s'approche du chien pour l'inviter au rapprochement, c'est-à-dire à approcher le gibier jusqu'au seuil critique, quand le volatile, perdant désormais tout espoir de passer sans être remarqué, est obligé de prendre le vol. Le rapprochement sous la main pleine de caresses et à la fois décidée du maître est d'un grand effet, comme si à ce contact une fraction de l'énergie contenue dans le corps élastique et puissant du setter venait peu à peu libérer, en lui permettant de sortir de son immobilité forcée, avançant pas à pas sans pour ceci perdre un minimum de concentration sur son but. L'accouplement, faites bien attention, ne doit pas être confondu avec la poursuite qui consiste pour le chien à suivre le gibier dès que ce dernier, au lieu de rester immobile, s'éloigne à pied, piète, de façon à maintenir avec lui toujours la même distance qu'au début. Et maintenant, voyons un setter engagé dans un exceptionnel exemple d'arrêt au vol. Dans cette action, nous constatons plus que dans toutes les autres la prodigieuse capacité de réflexe unie à la stimulation olfactive. Obligé d'explorer un terrain très accidenté, le sujet ne peut exprimer son naturel trop rasant, mais il doit souvent procéder à grands sauts. Durant un de ceux-ci, pendant qu'il se trouve encore en l'air, il sent l'odeur du gibier mouillé dans le voisinage et résout de façon extraordinaire l'action en atterrissant directement en arrêt. Entre l'avertissement de la stimulation, prendre la décision décisive et la mettre en action. Il s'est passé seulement une fraction de seconde.
Une des choses les plus amusantes et passionnantes pour un chasseur expert, et qui a à sa disposition 2 chiens bien préparés et unis, est de les faire travailler en couple. Pour obtenir un bon travail de couple, il est avant tout nécessaire que les 2 sujets ne se dérangent pas, entrant dans une compétition inutile, et ce résultat s'obtient seulement après un dressage long et précis. Il faut que les 2 chiens, avant d'être utilisés de cette manière, aient été précédemment dressés de façon indépendante. Le travail de couple, c'est-à-dire la soi-disant recherche entrecroisée, multiplie la probabilité de débusquer le gibier. À ce point, nous pouvons assister à un des phénomènes les plus intéressants, non seulement pour la chasse, mais dans le comportement canin, révélateur de l'esprit grégaire ou de troupeau qui caractérise le genre, le soi-disant agrément. Un des 2 sujets qui avertit le gibier en premier se bloque un arrêt et l'autre se paralyse immédiatement lui aussi, où qu'il soit consentant. Et ceci, c'est un exemple classique d'imitation typique des espèces qui chassent en groupe. Le second animal, en sentant le comportement du premier, renonce à continuer sa recherche, qui désormais, en plus d'être infructueuse, aurait comme résultat un effet contraire, car il gênerait plutôt que de coopérer à l'action du compagnon. Il n'y a pas d'autre sport cynophile comme la chasse, où nous pouvons constater combien la réussite, loin de dénaturer les instincts du chien, vient au contraire les exalter et les raffiner en les dirigeant vers un objectif précis. Il n'y a que dans la chasse que nous observons la symbiose chien-homme, lesquels de 2 êtres distincts deviennent une seule créature, avec 6 pattes et une queue, comme disait le grand poète Pablo Neruda. Appelé aussi par le passé setter écossais, ou comme nous le trouvons déjà dans certains livres qui nous parlent d'un setter noir existant déjà autour de l'année 1726, l'histoire de la race a pris son origine d'une descendance de setters élevés au château de Gordon, à l'époque d'Alexandre IV, duc de Gordon, 1743-1827. Étant donné qu'à l'époque il n'existait ni livre d'origine ni pédigré, l'exacte origine de ces chiens reste inconnue. Une revue complète de tous les témoignages disponibles a été publiée dans la monographie du majeur Corn Sheepred. Nous y trouvons donc que les setters présents dans le chenil du château étaient de plusieurs couleurs, mais que les noirs-feux étaient les préférés pour leur excellente qualité de chasseurs attentifs, à l'arrêt solide et pour leur grande résistance. De nouveaux accouplements sont à l'origine d'une descendance reconnue. Certains écrivains de l'époque décrivaient ces chiens comme sujets à l'aspect imposant, avec un riche manteau frangé. Les taches blanches étaient fréquentes. Des accouplements successifs ont éliminé graduellement les taches blanches et ont commencé à produire des sujets avec des mouchetures clairement indiquées. Une petite tache blanche au poitrail apparaît encore aujourd'hui chez certains Gordon, et pourvu qu'elle soit très limitée par sa dimension, elle ne représente pas un défaut. Le nom officiel devient donc setter noir-feu. Et ce fut avec ce nom que Dundee gagna la première exposition, dont on a eu connaissance, à Newcastle en 1859. La définition précédente de Gordon fut reprise quelques années après la constitution du système d'enregistrement du Kennel Club anglais. Chercher à remonter aux origines exactes d'une race est un travail toujours difficile, pour ne pas dire impossible. Comme on l'a déjà dit, la cynophilie officielle remonte à un peu plus de 100 ans, mais les chiens qui pourraient être les ancêtres de nos setters étaient déjà présents plusieurs siècles auparavant. Probablement, nous ne sommes pas très loin de la réalité si nous pensons aux chiens de type épagnol qui existaient en Espagne, autour du XVIe siècle, et qui sont arrivés en Angleterre avec les rescapés des diverses guerres de conquête qui se faisaient un peu partout dans le monde d'alors. Il ne s'agissait certainement ni d'épagnols bretons ni de spaniels tels que nous les connaissons, mais plutôt de chiens semblables à l'épagnol français, beaucoup plus proches morphologiquement du setter. Très répandu dans toute l'Angleterre, ce type épagnol a probablement commencé à avoir des caractéristiques diverses en fonction des exigences du terrain, de la végétation, du type de chasse, mais aussi de ce qui était demandé et apprécié par les différentes familles de nobles qui s'occupaient d'élevage. Le texte très intéressant de Laverack sur le setter met bien en évidence qu'il existait encore vers 1850 de nombreuses descendances de setter, portant le nom de qui s'était le plus distingué dans cet élevage.
Déjà à cette époque, le setter Gordon présentait des caractéristiques somatiques et caractérielles bien distinctes des autres setters, caractéristiques qu'il a maintenues encore aujourd'hui. Grâce à la constitution de diverses sociétés cynophiles dans plusieurs pays, on a pu établir la définition du type, presque telle que nous la considérons encore de nos jours, et à l'élaboration des standards de la race. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que commence l'aventure officielle du Gordon. La race a eu une grande popularité autour des années 1930, ensuite remplacée par les setters anglais de plus récente importation en Italie. Leur façon de se mettre en arrêt a fait d'eux les dominateurs incontestés des épreuves de chasse. Nous avons déjà dit que ces origines sont écossaises. Généralement, ils ont la tête plus grosse que les autres setters, plus lourde, la queue plus courte, de couleur noire intense, avec des mouchetures qui rappellent la terre de sienne brûlée. Leur caractère dur les distingue de leurs cousins anglais et exige un dressage long et laborieux. Bien dressé, le setter Gordon est un chien de chasse incomparable et de grande intelligence. Très bon retriever comme l'Irish, il s'arrête debout, mais au contraire de l'Irlandais, il a la tête parallèle ou presque au terrain. Il travaille volontiers seul, très résistant à la fatigue, moins rapide que ses cousins, mais plus raisonnable. Il adresse à la chasse et à son maître toute l'attention nécessaire. Adapté au terrain sale, spécialiste dans la chasse des marais, la montagne reste son terrain préféré. Quand il perçoit un effluve, il ralentit l'allure et remonte avec des lacets vers le lieu de l'émanation. Si le gibier n'est pas présent, il reprend son allure. Si au contraire le gibier se trouve là, il ralentit ultérieurement, bien droit sur les membres, cou peu allongé avec la tête haute. Quand il entre en contact avec le gibier, il s'arrête d'un coup, droit et au maximum se fléchit en avant, jamais sur le postérieur, la queue toujours bien droite. Si le gibier s'échappe, il le suit avec calme et d'un pas uniforme, et avec un portement semblable à celui de l'arrêt. Le setter Gordon n'a qu'un seul maître, et il est très réservé avec les étrangers. Chien élégant construit avec les lignes d'un galopeur, ayant l'aspect d'un pur sang en harmonie avec sa construction, qui peut être comparée à celle d'un cheval de chasse en mesure de supporter des poids. Il doit avoir une construction symétrique en tout, parfaitement balancée. Fort, plutôt court, avec le dos au niveau. Queue plutôt courte, tête plutôt longue, avec des lignes bien définies, et avec une expression intelligente, couleur brillante et poils longs et plats. Tête et crâne. La tête plus profonde que ample, mais décidément plus ample à partir du museau, avec une ample boîte crânienne. Crâne légèrement arrondi et ayant la plus grande ampleur entre les oreilles. La tête doit avoir un stop clairement indiqué et la longueur entre l'occiput et le stop doit être légèrement plus longue qu'entre le stop et le nez. La tête est sèche au-dessous des yeux et autour d'eux, avec les joues sèches autant que le permet la tête. Le museau est assez long avec des lignes presque parallèles. Il n'est pas pointu, aussi bien vu de face que de côté. Lèvres non tombantes mais clairement dessinées. Nez grand et ample avec narines ouvertes et de couleur noire. Le museau ne devrait pas être aussi profond que long. Yeux. De dimension juste, pas trop enfoncé ni trop proéminent, mais suffisamment sur les sourcils pour montrer une expression attentive et intelligente. Couleur marron foncé et brillant. Oreille. Attachée basse sous la tête et bien adhérente, mince et de dimension moyenne. Bouche. Elle doit être en ciseaux, sans prognatisme. Les dents supérieures doivent couvrir les dents inférieures et être bien insérées dans la mâchoire. Cou, long, sec, arqué, sans aucun poids. Épaules longues et bien inclinées, avec des os plats et plutôt rapprochés au garrot. Ils ne doivent pas être lourds, c'est-à-dire trop épais, car ils pourraient interférer avec la souplesse du mouvement. Coude bien inséré et bien visible sous le corps, qui laisse une bonne liberté de mouvement.
Membres antérieurs robustes avec des os plats et forts, bien à plomb, bien frangés. Corps, de longueur modérée avec un thorax profond et des côtes bien descendantes. Reins amples et arqués. Poitrail pas trop ample. Postérieur. Les membres postérieurs de la hanche au garrot doivent être longs, amples et musclés, du garrot au talon, courts et forts avec le grasset bien arrondi. Garrot droit, pas incliné ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Bassin tendant vers l'horizontale. Pieds, ovales et recueillis, doigts bien arqués, très poilus. Coussinet plantaire bien développé. Queue, courte, droite ou légèrement en sabre. Sa longueur ne doit pas rejoindre la partie inférieure du garrot. Elle doit être portée horizontalement ou au-dessous de la ligne dorsale. Épaisse à la base, elle s'amincit jusqu'à devenir une pointe très mince. La frange qui commence auprès de la base doit être longue et plate et diminuer peu à peu vers la pointe de la queue. Poil, sur la tête, sur la partie antérieure des membres et à la base des oreilles, il doit être court et fin. Mis sur toutes les autres parties du corps et sur les membres, il est souhaitable qu'il soit de longueur moyenne, plutôt plat et si possible sans boucle ou ondulation. La frange à la pointe des oreilles doit être longue et soyeuse. Sur les membres postérieurs, longue et fine. Une quantité de poils modérés sur le ventre forme une belle frange qui peut s'étendre sur le poitrail et sur le cou. Toutes les franges doivent être le plus possible plates et droites. Couleur. Noir charbon profond et brillant, sans signe de couleur rouille, avec des mouchetures d'un rouge marron, couleur du marron daim de mûr, à peine sorti de la bogue. Les mouchetures doivent être brillantes, des taches sur les doigts sont admises, ainsi que des taches bariolées sur les doigts et aussi sur les côtés du museau. Les mouchetures, 2 taches clairement indiquées au-dessus des yeux dont le diamètre ne doit pas dépasser 2 cm environ. De chaque côté du museau, la moucheture ne doit pas rejoindre la base du nez, en formant comme une bande autour du museau d'un bout à l'autre. Moucheture sur la gueule, 2 grandes taches bien délimitées sur le poitrail. À l'intérieur des membres postérieurs et des cuisses qui descendent vers le devant du grasset et s'élargissent à l'extérieur des membres postérieurs du garrot au doigt de pied. Il ne faut pas éliminer complètement le noir derrière les membres postérieurs, sur les membres antérieurs jusqu'au coude, derrière et aussi un peu plus haut sur la partie antérieure du membre et encore autour de l'anus. Une tache blanche est admise sur le poitrail, la plus petite possible. Poids et hauteur. Indicativement, la hauteur au garrot pour un mâle est d'environ 66 cm pour un poids d'environ 30 kg, tandis que pour la femelle, elle est de 62 cm pour 25 kg. Défaut. Tout ce qui s'éloigne des points mentionnés ci-dessus est considéré comme un défaut, et la gravité doit être étudiée en fonction de son incidence. Note. Les mâles doivent avoir 2 testicules d'apparence normale bien descendus dans le scrotum. Le caractère ardent et impétueux est sûrement la caractéristique qui rend cet animal splendide peu apprécié par les chasseurs. Mais celui qui se laisse attirer par son allure élégante, sa robe de couleur rouge sang, par son galop qui évoque celui des pur sang, aura le plaisir de posséder un chien spécial. L'harmonie des formes athlétiques, la tête sculptée et la grande distinction dans les lignes font de ce superbe animal un chien de luxe et de compagnie au lieu d'un chien de chasse, lui enlevant ainsi cette spécialisation pour laquelle il avait été sélectionné à l'origine. Il devient ainsi victime de sa propre beauté, en ajoutant à une mauvaise réputation comme chien de chasse une réputation imméritée et fausse. Le setter irlandais, Note Ders, est un chien charmant, un beau chien, bon et habile. Mais on se dépêche d'ajouter si on sait bien le dresser. On admet d'un commun accord que le setter irlandais ou Red Irish Setter est d'origine irlandaise, le pays où domine le rouge chez les hommes comme chez les animaux. Mais avant tout, la couleur de ce chien n'était pas toute rouge, mais rouge et blanche.
Quelques auteurs français affirment que le setter irlandais est plus ancien que l'anglais, mais cette conception ne résulte pas de documents précis et ne trouve pas en Angleterre de réponse objective. Plus certain au contraire est la conjecture opposée, c'est-à-dire que le setter irlandais descendrait de l'anglais. En ce qui concerne le setter, en général l'opinion prédominante des plus importants auteurs anglais est qu'il y a peu de temps encore il existait seulement un type de setter, réparti dans des variétés multiples que chaque famille noble élevait et conservait dans ses propres terres. En 1677, Cox écrivait sur les setters. La plus grande partie sont de couleur blanc avec des pointillés rouges, rarement avec des taches de la même couleur. Des affirmations bien plus claires et répétées les siècles précédents établissent que le setter est blanc avec des taches noires, jaunes et marron. D'autre part, des éleveurs passionnés et amateurs du setter rouge comme Bepler n'hésitent pas à affirmer que le setter anglais est le plus ancien des setters et que l'irlandais dérive de celui-ci. Probablement le setter a été importé en Irlande par les envahisseurs anglais. Des raisons d'ambiance et encore plus les nombreuses sélections par rapport à la couleur ont donné lieu à ces transformations qui ont amené à considérer à partir du XVIIIe siècle le setter d'Irlande comme une race indépendante. Le révérend Mahon, propriétaire du plus célèbre élevage de l'époque, en 1780 environ, décrit le setter de couleur rouge chaud avec de grandes taches blanches. Ceci indique qu'à l'époque, l'Irlandais n'est plus blanc à taches rouges, mais rouge à taches blanches, premier pas vers l'Irlandais moderne. La marche vers le rouge total se poursuit, si bien que le fils du révérend Mahon, passionné de la race élevée par son père, peut affirmer. C'est seulement en 1835 que l'on vit les premiers setters complètement rouges, toutefois ils étaient encore très rares et furent considérés comme des sujets difficiles à dresser. On fit tout son possible pour éliminer le blanc, bien que cette couleur de temps en temps réapparaisse pour des raisons d'atavisme. Et malgré toutes les précautions, quelques chiots présentent parfois des taches blanches. Le phénomène doit être considéré comme logique et même une défense naturelle de la race. Certains éleveurs pensent que les sujets tachés de blanc sont généralement les plus dociles et qu'on peut les dresser facilement. Ils sont généralement les plus gros et les plus robustes à la naissance. Ce chien de chasse, le setter irlandais, doit être bien choisi. Il faut s'assurer des qualités de chasse de l'élevage dont il provient pour éviter les surprises. Après avoir fait un choix judicieux de l'origine du chien, le dressage est le second obstacle à dépasser. Pour le dressage, il faut avoir la capacité, le tempérament et aussi la technique nécessaire. Il faut aussi connaître le caractère de la race et le caractère du sujet. Ce caractère doit être étudié aussi longtemps qu'il le faut, avant d'entreprendre le dressage du chien. Ceci demande calme, patience, ténacité, et ne jamais utiliser la manière forte. Selon l'avis de Ders, le setter irlandais doit être dressé par son propre maître. Après 30 ans d'expérience, il est en mesure d'exprimer cette opinion, parce que depuis longtemps, il a constaté que ce chien n'a qu'un maître. Voilà pourquoi il ne conseille jamais d'envoyer un setter irlandais chez un dresseur qui, tout en étant habile, ne lui dédiera jamais tout le temps nécessaire. D'autre part, au retour, il faudra de nouveau adapter le chien à son propriétaire, ou le propriétaire à son chien. Sans compter le fait que si le propriétaire ne se sent pas en mesure de dresser son irlandais, il y a des raisons de penser qu'il ne sera pas capable de l'utiliser, parce qu'il lui manque les connaissances nécessaires ou le savoir-faire pour travailler correctement. De ce fait dépend peut-être l'opinion de Sanderson sur les qualités de l'Irlandais comme chien de travail. C'est-à-dire, le setter irlandais a beaucoup de qualités comme chien de chasse, il en a l'allure et le nez, mais il a une tête dure. Tandis que notre dresseur disait « C'est un grand beau chien très attachant, mais son dressage est très fatigant. » Bien dressé, le setter irlandais est un chien de chasse incomparable et d'une intelligence supérieure. À la chasse, il a un galop spécial, le sien, le vrai galop du pur sang. Il possède des moyens de premier ordre et une bonne flexibilité, celle que les Français appellent avec un mot expressif « souplesse ». Infatigable, il supporte bien la chaleur et il a une grande résistance aussi bien en montagne que dans la plaine ou le marais. Là, il exprime toutes ses capacités dans la chasse aux animaux aquatiques. Gatteschi rappelle une vérité indiscutable.
le setter irlandais doit être mis au travail très tôt. À 1 an, son dressage doit être complet en ce qui concerne les éléments essentiels. Obéissance, rapport, terre, recherche croisée. Nous notons toutefois que, comme tous les chiens d'arrêt anglais, il n'a pas d'aptitude pour le rapport. C'est le vrai type de léger mésoforme, avec des muscles longs et un système nerveux très sensible. La conformation générale est celle d'un athlète agile dont le tronc reste dans le carré, harmonieux par respect au format. Les caractéristiques du type irlandais sont robe monochrome rouge à cajou doré et brillant, tête et axe longitudinal crânio-facial parfaitement parallèles. Profil inférieur du museau donné par la mâchoire avec commissure labiale non visible. Garrot très élevé. Œil avec fente palpébrale ovale. La hauteur au garrot égale à la longueur du tronc. Pied petit de forme ovale. Construction sèche avec ossature fine tout en étant forte. Tête dolicocéphale légère, sèche, décharnée, absence absolue de rides sur le crâne. Pas trop développée en largeur mais en longueur. En effet, sa longueur totale doit rejoindre les 4/10 de la hauteur au garrot. La largeur bizygomatique du crâne ne doit pas dépasser la moitié de la longueur totale de la tête, mais doit être inférieure. L'index céphalique total ne doit pas dépasser le numéro 50 et l'idéal est représenté par le numéro 45. La longueur du museau doit être égale à la longueur totale de la tête. Truffe. Les narines doivent être bien ouvertes, grandes et mobiles. Elles doivent se trouver sur la même ligne que le nez, avec un gros écart. Vu de profil, sa figure antérieure ne doit pas dépasser la ligne verticale antérieure des lèvres. Le pigment est noir. Nez. Droit, pour sa longueur et direction par rapport à l'axe du crâne, voire tête. Sa largeur, à la moitié de sa longueur, doit dépasser de peu le tiers de la longueur du nez. Lèvres et museau. Les lèvres supérieures sont minces, bien adhérentes à la mâchoire et se divisent sous la truffe en déterminant un demi-cercle vu par devant. Les parois latérales du museau sont parallèles entre elles et sa figure antérieure plate, museau carré. Mâchoire de développement normal, en tendant à une ligne droite avec arcade dentaire qui coïncide parfaitement, en ciseaux. Denture saine, complète et développée normalement. Dépression nez-front. La dépression nez-front est peu accentuée, car les sinus ne sont pas développés en avant et sur les côtés, mais se prolongent très en arrière. Crâne. Sa longueur est égale à celle du museau multipliée par sa largeur, de forme ovale dans le sens sagittal, peau mince, bien adhérente aux parties inférieures, sèche, avec apophyse occipitale bien marquée, avec la partie supérieure du crâne ovale. Les sinus frontaux sont plus développés en longueur qu'en hauteur. Les yeux, les paupières bien adhérentes au bulbe oculaire avec la fente palpébrale ovale. Le bulbe oculaire ni proéminent ni enfoncé. L'œil doit être grand, bien ouvert avec un regard doux et en position semi-latérale. La couleur de l'iris est marron ou noisette foncée. La pigmentation de la marge palpébrale est la même que celle de la truffe, c'est-à-dire noire. Oreille, tombante, de forme presque triangulaire, mince, fine au toucher, attachée au niveau de l'arcade zygomatique, plate, quand la tête est en position horizontale, elle ne dépasse pas plus de 2 cm, la ligne inférieure du cou. Le côté externe du pavillon est recouvert de poils longs, soyeux, qui arrivent aux 2/3 de sa longueur. La pointe est recouverte de poils courts. Cou. Sa longueur est de 4/10 de la hauteur du garrot. Elle est donc égale à la longueur de la tête. Pas gros, arqué, sec, sans fanon, avec une nette division de la nuque. Se fond harmonieusement aux épaules. Il doit donner l'impression d'être petit et son périmètre doit être un peu moins des 2/3 de la hauteur du garrot. Corps. Le tronc a sur le dessus un profil droit, dos, et un profil arqué, rein, ligne dorso-lombaire. Par-dessous, le profil est presque droit sur toute la longueur de la région du sternum, qui doit être longue et présente une ligne qui n'est pas parfaitement droite, mais légèrement convexe. Le profil inférieur du tronc suit donc le profil supérieur.
La longueur du tronc mesurée de la pointe de l'épaule ou bras, articulation omoplate humérus, à la pointe de l'arrière-train, pointe de l'ischion, est égale à la hauteur au garrot. Elle est dans le carré. Poitrail. L'Irlandais typique est plutôt étroit de poitrail. À première vue, il pourrait sembler presque d'aspect gracile. Sa largeur, mesurée entre les marges supérieures antérieures des bras, ne doit pas dépasser 1/5 de la hauteur au garrot ou demi-longueur de la tête. Dans un chien de 60 cm au garrot, le poitrail devrait être donc de 12 cm. Thorax. Bien descendu jusqu'à dépasser de 2 à 3 cm le niveau du coude. Profond et légèrement caréné, convexe dans la partie haute. Les arcs des côtes doivent être bien ouverts. Le profil de la région du sternum doit être long et remonte légèrement vers les vertèbres caudales. Chez un Irlandais mesurant 60 cm au garrot, le thorax devrait avoir les mesures suivantes. Périmètre, 75 cm derrière le coude. Périmètre des arcs des côtes, 64 cm. Profondeur, 82 cm. Hauteur, 32 cm. Diamètre transversal, 18 cm. Dos, garrot très élevé sur la ligne du dos et étroit à cause de la longueur et du rapprochement de la pointe des omoplates entre elles. La longueur du dos est d'environ 31% de la hauteur au garrot. Le profil supérieur du dos est droit. Croupe. Longue, musclée, large, baissée mais pas beaucoup, c'est-à-dire que son inclination ne doit pas dépasser 20 degrés environ sur l'horizontale. Sa longueur est de 1/3 de la hauteur au garrot et le diamètre transversal entre les deux hanches est de 1/7 de la hauteur au garrot. Queue. La queue, étant donné la conformation de la croupe, est attachée bas, portée horizontalement ou en bas. Elle peut présenter une ligne presque droite dans toute sa longueur, avec une légère concavité à la marge supérieure, ou en sabre, concavité plus accentuée. Elle est plus grosse à la base et s'effile vers la pointe. Sa longueur est égale à la hauteur du membre antérieur au coude et peut dépasser cette mesure de quelques centimètres. Elle est fournie de franges à forme de triangle isocèle, de la même couleur que la robe, et doit commencer 2 à 3 cm plus bas que la base de la queue. Organes génitaux, normalement développés et à leur place habituelle. Les 2 testicules normalement développés sont contenus dans le scrotum. Robe. Monochrome rouge acajou doré et brillant sans la moindre trace de noir, ainsi que les franges des membres et de la queue. Pour certains amateurs de la race, une petite tache blanche au poitrail, ainsi que sur le front ou sur les doigts, bien qu'elle ne soit pas souhaitée, n'amène pas à la disqualification. Certains cynophiles affirment que l'Irish Setter, avec robe rouge et blanc, Blood Red and White, était d'origine aussi pure que le rouge monochrome. Sir Edward Laverack affirme qu'il est le plus ancien et le plus pur. Poils longs de 5 à 6 cm, pelage soyeux, bien lisse avec de riches franges mais légères et peu épaisses. Long sur le corps, sur la partie supérieure externe du pavillon, il forme une frange sur la marge postérieure des membres, à la région du sternum, à la gueule et à la queue. Court et fin sur la tête, sur les faces des pavillons des oreilles. Les pieds entre les doigts doivent être bien garnis de poils. Sous-poil abondant seulement en hiver. Hauteur au garrot. Pour les mâles de 56 à 64 cm. Pour les femelles de 50 à 62 cm. Poids de 20 à 30 kg. Allure en chasse au galop. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais, parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâtée à disposition, mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes,
ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition, mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes, alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures, puis la nourriture passe dans l'intestin, où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devra être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale, et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les œufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs, que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires, comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires, même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences, et chez l'adulte un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme.
Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également, mais absolument privés de leurs os. Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés aux sujets ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les œufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru, mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard, sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. 1 ou 2 cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie, mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables, mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. À partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétées et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois, les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois, on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2, et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée 3 semaines plus tard. Elle couvre les 3 maladies précédentes, mais aussi la leptospirose. 1 mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge 2 fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Et il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de ténia. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques.
Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma, qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'asthénie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron-noir. Dans les cas avancés, ictère, état comateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant 2 ou 3 semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses œufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nymphe octopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse, comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier, à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé, parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opaque. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glandes sébacées produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni desquamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre ami à 4 pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelle. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre 4 et 6 mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La filariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la Dirofilaria immitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la filariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant 6 mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes, qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang.
Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur, et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois, pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien, même s'il est piqué par un moustique infecté.